Je vais pas parler énormément des jeux japonais et je vais parler simplement de deux, trois réalités du jeu japonais. Il se trouve que on a un genre qui est le visual novel, qui est très plus japonais en tous les cas qu'occidental. Et dans ce genre, qui est parfois des tranches de vie, qui est parfois des petites histoires, on a un sous-genre qui est donc des jeux érotiques, hein, eroge égale erotic games en fait. Ce qui me semble très étonnant, c'est que quel que soit le jeu qu'on regarde, quand on regarde des jeux mainstream dans ce genre-là, eh ben, on voit jamais le protagoniste. Alors, on voit là dans Shuffle un type, et c'est lui qu'on incarne. Hein. Les visual novels, et bien sûr, je vais parler de Doki Doki, parce que je suis Doki Dokette, hein, mais on ne voit jamais protagoniste, qui de toute façon n'a pas beaucoup d'importance. Au bout d'un moment, on se rend compte que, je suis désolée de spoiler, hein, que le personnage féminin antagoniste est attiré par vous en tant que la personne assise dans la chaise, ce qui voilà, crée un sentiment de peur, voilà, divers. Mais, et on le voit hein, dans Doki Doki, cette question d'être programmé pour simplement devoir avouer ses sentiments amoureux. L'avatar, on le voit quasiment jamais. Hein. Son avatar personnel, on le voit pas puisque on voit plutôt les femmes auxquelles on parle et puis du texte en bas, hein, comme on va voir dans la diapositive suivante. Diapositive suivante où évidemment, j'ai bien surpris quelque chose qui sort complètement du canon. Hein. Il y a plein d'archétypes féminins. Il y a des archétypes féminins mignons, des petites amoureuses mignonnes. Donc il y a alors la tsundere, elle est en colère, mais elle est quand même amoureuse. La yandere, elle va peut-être tuer des gens, mais elle est amoureuse. La kudere, elle est froide, mais elle est quand même amoureuse, etc., etc. Vous avez la petite timide, vous avez l'énergique, et ainsi de suite. Et donc, ce sont des jeux où finalement, on ne voit que ces femmes. Hein, c'est des jeux dits aussi à harem. On ne voit que les personnages féminins avec lesquels on interagit. Il y a la même chose avec les hommes, hein, et je vous montrerai des jeux à harem masculins un peu plus tard. Évidemment, des jeux comme Doki Doki subvertissent les normes en faisant, par exemple, dire à la petite timide du début, bien sûr que je vais me toucher en lisant le poème que tu viens de me donner, hein, encore et encore et encore. Ces archétypies féminines, elles sont importantes pour comprendre la structuration comme ça fantasmatique que contiennent ce type de jeu. Je parle de structuration fantasmatique pour aller jusqu'à des jeux comme Replay, alors qu'il y a un jeu absolument banni, qui est absolument enfin, je veux dire, je fais un caveat. Hein. Le fait que j'inclue Replay dans ma présentation n'est pas une caution de ce jeu qui est développé par Illusion, qui est connu pour ses jeux de cul qui vont beaucoup trop loin. C'est des jeux, là, pour le coup, pornographiques. Au fait, je ne fais pas de différenciation entre pornographie et érotisme, puisqu'il y a de toute façon la mise en scène de corps. Souvent, quand on dit érotique par rapport à porno, on imagine que l'un est plus noble que l'autre, alors que dans les deux cas, il y a quand même une valeur et fantasmée et masturbatoire qui n'est pas à négliger. Replay donc met en scène un frotteur. Et il se trouve que ce frotteur, il a tous les pouvoirs. Il vient d'une famille riche et comme il a été mis à mal par une femme, eh bien, il va détruire comme ça sa famille. C'est une maman et ses deux filles. Donc, vous voyez là une des scènes avec lui. Même dans un jeu comme ça, où on incarne donc un chican, un frotteur, hein, eh bien, et où le personnage principal est absolument affreux, et puis ça donne à plein de scènes comme l'a touché le visage de cette femme. Hein. On retrouve là l'imagerie voyeur et exhibitionniste. C'est-à-dire que les vidéos exhibitionnistes que l'on trouve dans la pornographie hein, mettent beaucoup plus en scène les réactions écœurées des femmes autour ou des gens autour que finalement la partie exhibée. Hein. Au premier plan, vous pouvez avoir un type qui sort son pénis, mais en fait, ce qu'il va filmer, c'est pas son pénis dans le métro. Hein. C'est les dames qui font « Ah non, non, je ne veux pas voir ça. Hein. » Et c'est exactement ce malaise que ce jeu dénonce, pas du tout, parce que ce jeu, sur lequel ce jeu capitalise. Et vous le voyez, le personnage principal, hein, le chican, il est même pas caractérisé par un corps. Il a même pas de corps, on s'en fout en fait. Les gens autour, on s'en fout aussi. Ce sont des espèces de silhouettes. Et lui, c'est juste une main. C'est juste les éléments avec lesquels il va interagir avec cette femme, ce qui déshumanise absolument l'entièreté et ce qui rend ce jeu
d'autant plus intolérable, hein. Là, je vous ai mis une des comment s'appelle une des citations d'une des fins de ce jeu, c'est-à-dire voilà, hein, c'est ce jour de cauchemar pour Ao, Manaka et Yoko commence à nouveau pour elle, alors que pour moi c'est un jour très plaisant. Et il y a cette espèce de déshumanisation et de lui et des personnages féminins. C'est intolérable comme jeu, hein. Vous le voyez, je vous ai mis une capture d'un dispositif japonais puisque en fait les frotteurs dans le métro c'est extrêmement courant, vous le voyez là, et j'aime bien que le frotteur soit représenté par une petite silhouette noire avec un vieux sourire pervers, hein. Et là vous le voyez, en fait ce dispositif c'est coller une petite pastille avec un X à l'encre indélébile. Si jamais vous vous faites toucher dans le métro, vous décollez le truc, vous mettez un coup comme ça sur la main du gars. Et puis, comme ça vous permet de ne pas avoir un type qui part en toute impunité en disant « Ah mais non, bien sûr que ce n'est pas moi qui vous ai touché dans le métro, mademoiselle, mais enfin vous abusez ». C'est une réalité de la culture japonaise et des moyens de transport de toute façon, hein. Donc ces gens qui touchent, hein, qui touchent physiquement les frotteurs et tout ça, hein. Donc je trouvais que c'était intéressant de voir comment malheureusement là on se mettait du côté du prédateur et non pas du côté de la victime, bien que des petits objets comme ça existent. Je vais parler aussi un petit peu de pornographie et de travail du sexe, hein, donc c'est-à-dire des prostituées, etc. Alors, pour parler des actrices pornographiques, finalement, il n'y a pas grand-chose. Il y a une énorme part de marché porno en réalité virtuelle où finalement on va avoir des points de vue comment ça s'appelle, personnels, hein, des POV, ce qu'on appelle, donc des point of view où tout ce qui arrive à l'acteur vous semble vous arriver à vous-même et puis vous pouvez tourner la tête, orienter, etc. Donc voilà. Le jeu d'Orcel, c'est finalement, qui est introuvable maintenant sur le store, je vous conseille sur ce, au lieu de faire des petites parenthèses, je vous conseille d'aller voir sur Gameblog. Tu as tout à fait raison, Lunar, on en reparlera. C'est le problème de ce terme de chicane, mais bref. Donc, d'Orcel VR, il y a une analyse sur Gameblog, et en fait, c'est très bizarre, enfin, c'est très bizarre. C'est assez mignon parce que les journalistes sont très, très gênés à l'idée d'avoir testé un jeu pornographique. Et donc malheureusement, ce jeu, il en reste très peu d'images, dont celle-ci, où votre attaché de prod, en fait, va vous montrer les coulisses du tournage d'un film pornographique. Là, vous voyez aussi dans le fond, à gauche, deux actrices en train de se maquiller, un type en train de régler les caméras. Mais c'est quasiment l'un des seuls jeux auxquels je pense qui contiennent réellement des acteurs et des actrices pornographiques. Il y a en revanche énormément de jeux avec de la prostitution. Et les prostituées, hommes ou femmes, ou robotiques, puisque là j'ai pris Fisto, dont le nom laisse peu à l'imagination, hein, qui pratique effectivement la sexualité pénétrative, qui vous demande de préparer vos orifices, qui est un des personnages d'une sous-quête, en fait, enfin d'une quête où on vous demande d'aller le chercher pour le donner à quelqu'un de très riche dans son manoir, hein. Donc c'est une quête d'escorte. Je pensais pas faire autant de jeux de mots et j'en suis vraiment navrée, hein. Mais Fisto, à la limite, il a pas de personnalité à part son travail du sexe. C'est beaucoup plus intéressant quand alors, Dorsel VR, c'est pas un vrai jeu, malheureusement. C'est plus un film interactif. Et c'est vendu comme jeu. C'était vendu sur le store des casques type Quest. Mais malheureusement, c'est un film interactif aussi. On a très, très peu de choix, me semble-t-il. Et quand on regarde donc les personnages travailleurs et travailleuses du sexe, on se rend compte que ce sont des gens qui sont soumis, hein. C'est un travail de la prostitution, hein, c'est toujours montrer des prostituées comme étant des gens qui sont sous le joug de quelqu'un d'autre et qui connaissent très bien les milieux interlopes et qui soudainement prennent un intérêt pour le joueur ou la joueuse, enfin le protagoniste en tous les cas, comme Ruby, hein, dans Fallout Brotherhood of Steel, qui n'est pas un jeu qui fait partie apparemment du canon de Fallout. Mais là, à la limite, c'est des jeux assez anciens. Fisto, il est là avec un nom complètement incroyable,
pour la blague, entre guillemets. En plus, c'est un protectron, hein, c'est un robot qui est utilisé et pour la blague, pas par moi, hein, par aussi les créateurs du jeu. C'est très difficile d'avoir des hommes prostitués qui ont vraiment une personnalité dans pas mal de jeux. Je me demande si dans Arcanum, et dans des très vieux RPG des années 90, il n'y a pas aussi des bordels. Il y a beaucoup de bordels qui sont mis en scène, hein. Et d'ailleurs, ma diapositive de départ était tirée de Red Dead Redemption 2, me semble-t-il. Mais c'est difficile de trouver des gens avec une vraie personnalité et pas juste des informateurs. Et pas juste aussi un bordel tenu par une madame et une maquerelle ou une proxénète qui dirige des gens qui ont, eux, très peu de personnalité. Bien sûr. Canada Cyberpunk. Je préfère parler de Détroit, qui m'intéresse aussi, puisque finalement, il y a une enquête qui se passe dans le Eden Club, où on a connaissance de déviants chez les prostituées. J'ai été intéressée, alors je suis désolée, j'ai joué en anglais, donc voilà. J'ai été intéressée par la façon dont on décrit les modèles. Là, vous voyez donc 3 modèles de Tracy's, hein, à droite. C'est le reskin ethniquement différent à chaque fois de un robot, hein. Donc vous avez un Tracy 400 caucasien, un Tracy 400 noir, etc., etc. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a plusieurs types d'emphase qui sont portés par les Tracy. C'est-à-dire que, par exemple, on vous cite tout de suite, ligne 3, soulignée en rose, que les parties génitales des Tracy féminins fonctionnent. Ligne 5 seulement pour les Tracy hommes, parce que c'est un petit peu peut-être moins important, je ne sais pas. On vous rappelle quand même toujours que la prostitution, c'est pas bien, et que l'utilisation de ces robots ne fait pas partie de la prostitution, parce que ce ne sont que des robots, entre guillemets, et que donc leur exploitation dans le Eden Club n'est pas une exploitation, mais est voilà. On vous parle étrangement, me semble-t-il, de customisation du modèle féminin, hein. On insiste sur le fait qu'on puisse vraiment adapter le modèle féminin, pas le modèle masculin d'ailleurs, ce qui me semble assez intéressant. Est-ce que ça veut dire que les clients et les clientes de la version homme n'en veulent pas? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que le modèle féminin, c'est le modèle initial, et ça remet un peu d'eau au moulin, vous savez, où les actrices pornographiques sont souvent plus payées que les acteurs pornographiques. Et là, de la même façon, les Tracy modèles féminins sont les modèles initiaux, hein, c'est ce qui est souligné en blanc, là, The Most Advanced Design of Female Sex Partners, et le modèle masculin est relégué au second plan en disant c'est le modèle la contrepartie masculine, hein, the male counterpart. De la même façon, aucun robot sexuel, à ma connaissance, n'est particulier. Il n'y a pas de robot femme avec un pénis, il n'y a pas d'homme avec un vagin, il n'y a pas de robot avec ou de robot de Tracy, hein, avec un vagin et un pénis ou autre combinaison, hein. On reste comme ça dans une normativité biologique pure, entre guillemets, voulue comme étant standard. La quête qui nous conduit à l'Eden Club, en fait, nous montre encore une fois 2 personnages, donc 2 travailleuses du sexe, hein, 2 Tracy qui sont amoureuses l'une de l'autre et qui sont traquées par Connor. Encore une fois, ce sont des représentations de travailleurs et travailleuses du sexe esclaves sous le joug de leur occupation, hein, leur métier, hein, enfin leur métier, là où ils sont emmenés. Et vous l'avez aussi dans le personnage de North, qui est très importante dans la résistance. North, c'est un ancien robot sexuel, hein, c'est une ancienne escorte qui veut partir de ça. Oui, mais alors, je veux bien que ce soit de la dénonciation, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer un jeu vidéo où, en fait, et puis Détroit, il ne dénonce pas grand-chose, est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi des travailleurs, des travailleuses du sexe qui ne seraient pas sous le joug et sous la domination d'eux? Parce que finalement, c'est une vraie question. Et c'est une vraie question quand on écoute, par exemple, je renvoie vers le documentaire audio d'Océan qui s'appelle La politique des putes, qui est en 7, je crois, épisodes, et qui est très intéressant, me semble-t-il. C'est effectivement plutôt les robots dont on parle, et là, la prostitution ne fait que partie d'un sous-élément des joues divers desquels ces robots sont soumis. J'accélère un peu parce que je vois que j'ai peu de temps, hein.
J'aime bien parce que jeuxvideo.com a découvert en 2021, et l'article est pas mal, hein, la question du queer game. Donc, ils nous disent que c'est une idée révolutionnaire et que le jeu vidéo peut être fait par et pour tout le monde. Donc, c'est quelqu'un qui a dû lire Anna Entropie. Anna Entropie, j'en parle pas beaucoup moi, et je vous renvoie, à mon avis, à diverses conférences ultérieures qui vont beaucoup parler comme ça de cette créatrice de jeux vidéo, hein. Et donc, le queer game, c'est des jeux accessibles qui viennent vous faire vivre des expériences plus personnelles. Des expériences plus personnelles, oui, mais on peut voir qu'il y a plein de jeux, y compris des jeux qui ne sont pas censés raconter des expériences personnelles, qui le font. Comme Céleste, qui est représenté ici donc ça c'est le blog de la créatrice qui s'appelle Maddie Thornton, et qui s'est rendu compte après la création de son jeu qu'elle-même était une femme trans, et que finalement Céleste, qui n'était pas censé être un jeu là-dessus, qui était censé être un platformer difficile, était un personnage qui va découvrir sa propre transidentité. Donc, c'est très intéressant de voir que des développeurs et des développeuses ont un regard sur leur œuvre qui nourrit leurs propres expériences. C'est aussi ça, ce dont on va parler ici. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler maintenant, brièvement, me semble-t-il, d'orientation sexuelle et donc de mise en scène de récits qui ne seront pas hétérosexuels et pas hétérosexualisés. D'abord, vous avez bien compris que j'aimais bien Dragon Age. Je parle rapidement du coming out de Zevran. Zevran, c'est encore une fois un assassin. Donc, assassin égale homme mystérieux, égale interlope, tout ça. Lui-même prostitué dans un monde, pas un monde mythique, mais un pays mythique dans lequel on n'est pas encore allé, me semble-t-il. Et Zevran est un personnage bisexuel qui fait un coming out dans un jeu où c'est un jeu de fantasy, hein. C'est le premier Dragon Age Origins, donc on pourrait aussi imaginer qu'on crée de toutes pièces un univers. Sauf que on voit bien que là, les attendus sont divers. Il pourrait y avoir effectivement un protagoniste ou un joueur ou une joueuse, ou voilà, quelqu'un qui serait dérangé par le fait que Zevran soit bisexuel. C'est pour ça que je vous ai mis en vert la réponse qui en fait rajoute des points d'amitié avec lui. Est-ce que donc mon histoire est diverse, je ne me suis pas limitée aux femmes. Est-ce que ça te dérange? Si vous lui répondez, bah ça devrait. Là, il est content. Hein. Puis il vous dit, voilà, peut-être, c'est à toi de voir. L'air de pas y toucher, mais quand même. Et il me semble quand même que c'est très embêtant, cette question-là, qui vous demande en anglais, hein, does that offend you? Personnellement, je me sentirais offensée par la sexualité de personne. Un peu plus loin, il nous dit que la société, hein, on nous dit ce qui est bien ou ce qui est mal. Et puis, il a intégré le fait que, bien sûr, ce qu'il représente pourrait nous mettre mal à l'aise, nous, le joueur, la joueuse, le protagoniste, etc. Ce qui est progressiste, parce qu'à l'époque, c'était progressiste, et ce qui est en même temps inquiétant, me semble-t-il. Hop, voilà, je passe. Je ne sais pas pourquoi je vois hyper bien la caméra d'Alexandre. Soudainement, je ne sais pas si je peux faire un truc comme ça. Voilà, je refais ça. 4 ans plus tard, 10 ans plus tard, non. 4 ans plus tard, on a Dorian Pavus, qui est le personnage exclusivement homosexuel de Dragon Age Inquisition. David Gaider, qui est le lead, donc le responsable de l'écriture de ce personnage, a dit « Je voulais faire un personnage donc legitimately and fully gay ». Donc légitimement gay, pleinement gay. Ce qui est problématique comme terme utilisé par ce type-là, qui pourtant veut faire des choses bien. Hein. Et donc, on lui a dit, bah, pleinement gay par rapport à demi-gay, semi-gay, un petit peu gay, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, non, non, c'est pas problématique du tout. Sauf que, donc encore une fois, Dorian vient d'un monde qu'on ne va pas encore visiter, hein, qui est Tevinter, qui est un monde de mages nécro, qui font de la nécrologie, enfin bref, nécromancie, pardon. Et je cite encore David Gaider, donc il vient d'un endroit où la perfection est la façade que chaque mage doit préserver, et tout ce qui sent de près ou de loin a de la déviance, est honteux et doit être caché. L'homosexualité de Dorian est donc vue par Tevinter et par l'ensemble du jeu, hein, si vous voulez, comme problématique. Je suis très frappée par à la fois la volonté de faire bien
et de créer un personnage homosexuel qui n'accepte pas les romances avec des personnages féminins et vous repousse, si jamais donc votre avatar est une femme, il vous repousse très gentiment, mais il vous repousse fermement quand même, hein, bien sûr. Ça a été modé, etc. hein, mais bref, ça, c'est pas la question. hein. Je vous renvoie vers l'article de Per Olson, qui est super sympa. Qui est super sympa. C'est un article scientifique dans Game Studies et qui nous parle de, effectivement, Dorian est un personnage stéréotypé, mais il est possible pour des gens queer de vraiment s'identifier et de comprendre en quoi c'est quand même un personnage queer. Effectivement, Iron Bull est un autre. Alors, je parlerai pas de la différence parce que c'est une autre race. En plus, c'est un Kunari, donc c'est une espèce d'énorme créature avec des grosses cornes. Il est bizarre dans son apparence, il est bizarre dans plein de choses. C'est un espion, et si jamais on ne romance ni Dorian ni Iron Bull, les deux vont finir par avoir une espèce de petite relation qui sera montrée simplement dans du texte de l'interaction entre les deux personnages. Et Iron Bull, c'est un peu le choix laissé à tous. Hein. C'est pas une relation monogame hétérosexuelle telle qu'on s'y attend. C'est une relation poli, j'imagine. Je pense qu'on n'a pas le droit de romancer d'autres gens quand on est avec Iron Bull, mais on n'est pas vraiment avec Iron Bull. On peut coucher avec lui dans une relation sadomasochiste. Donc, voilà. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là tout de suite. Je vais parler quand même d'autres jeux qui sont chouettes, comme Dream Daddy, qui est un dating simulator, donc un jeu à harem, un peu comme les jeux japonais, qui est, je cite, avec des gays, mais pas pour les femmes hétéros. C'était une des remarques faites par un des joueurs qui a bien aimé cette simulation. Donc là, vous voyez encore une fois plein de petits papas gentils. Alors, je vous apprends que ce sont des papas et aussi parce qu'il y a plein de blagues de petits papas. Hein. Et ça touche au problème de la segmentation du yaoi, hein, c'est-à-dire de la création de contenu homosexuel qui est en fait à destination de femmes ou plutôt consommé par des femmes. En fait, il y a beaucoup de femmes hétérosexuelles qui vont acheter des contenus homosexuels masculins parce qu'ils mettent enfin, entre guillemets, en scène des hommes sensibles, des hommes qui ne vont pas forcément être eux-mêmes à l'initiative de pratiques sexuelles pénétratives et des hommes qui vont exprimer leurs sensations. Gémir aussi, etc. Il y a plein de... Exactement, je pense que Pierre, vous avez tout à fait raison, c'est ce truc-là de la masculinité hégémonique qui est représentée par 3 mecs, en fait, en vrai, hein, qui est difficile à atteindre. Là, elle est complètement repoussée par ce jeu qui est pro-LGBT, qui ne vous fait pas non plus, qui ne vous fait pas gober des messages LGBT, parce que ça aussi c'est une des craintes, hein, que oh là là, il y a un complot comme ça, un lobby gay qui vous pousse à être homosexuel. Par exemple, le personnage que vous incarnez peut être un homme cis ou un homme trans et avoir un binder ou pas. Hein. Donc, vous avez diverses options qui correspondent à la façon dont vous voulez mettre le corps de votre protagoniste en scène. Autre élément plus rarement montré dans le jeu vidéo, c'est les coming out de personnages asexuels, c'est-à-dire des personnages qui n'ont pas envie d'avoir des relations physiques et qui vous le disent très clairement, hein, comme Parvati dans The Outer Worlds, qui vous disent bah voilà, les relations physiques ça m'intéresse pas trop. Et puis ça ne m'intéresse pas comme ça intéresse les autres. J'en vois pas l'intérêt. Ray vous dit ah bah de toute façon oui peut-être que je vais partager ma vie avec quelqu'un mais ça devrait être platonique. On n'a pas de personnages aromantiques. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnages dans les jeux vidéo où il y a de la romance possible, où on vous dit ah non alors là lui ou elle c'est quelqu'un qui est pas intéressé. Pas intéressé, c'est pas la même chose que être trop bizarre, hein, comme un Krogan par exemple, hein, pour être romançable. Hein. Donc il y a une autre limite. Hein. Il n'y a pas d'aromantisme, c'est-à-dire de gens qui refusent, enfin qui n'ont pas d'intérêt à avoir des relations amoureuses dans les jeux. Ce ne sont que des gens donc qui ont voilà des sexualités qui sont non existantes ou en tous les cas pas partagées. Toujours, en tous les cas, dans ces coming out, on met l'accent sur l'autre. Et encore une fois, comme Zevran, on espère que ça vous dérange pas trop. On espère que ça dérange pas trop la personne qui va lire ça. C'est cependant des adjonctions extrêmement positives dans le jeu et elles sont très rares. Moi, j'ai que ces deux exemples-là, pardon, mais peut-être qu'il en existe d'autres. En tous les cas, The Outer Worlds, c'est un jeu qui s'est bien vendu. Hein, c'est une sorte de Fallout et je vous le conseille. Et là, les personnages sont extrêmement intéressant. Hein. Donc ça m'a bien plu. Je vais passer vite à plein d'identités, trans ou pas,
ou bizarroïdes. Et donc, je vous parlais de Birdo et de d'autres personnages. Ah, merci beaucoup. Léo, dans Tekken, c'est un personnage qui embête beaucoup les gens. Et là, j'ai mis beaucoup de captures d'écran de gens qui sont pas contents parce que, alors, c'est confirmé que Léo est un garçon ou une fille. On ne sait pas. Dans les contenus publicitaires de Tekken, on vous dit, c'est un personnage que l'on peut aimer, quel que soit son genre, c'est une fille, c'est un garçon, on l'a en bikini, on l'a avec une moustache. On vous dit, ah bah dis donc, son genre, il est quand même, il est bizarre, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui sait retourner une prise comme un homme et qui sait pas faire un coup à Nina comme le ferait une femme. Donc, on ne sait pas. Et ça fait partie des volontés de Tekken de créer de l'inclusivité. Hein. C'est un jeu où ils ont vraiment tenté des trucs, y compris sur l'inclusion, par exemple, de personnages arabes, etc. C'est pas ma partie, mais je préfère le dire. Et Léo reste comme ça dans une espèce d'androgynie qui est extrêmement intéressant. Mais ce qui me plaît, c'est de repartir à la toute base. Nintendo a créé Ostro, qui s'appelle Birdo dans la version occidentale. Alors, je vous lis le premier texte de sa première description. Hein. Il pense que c'est une fille et il crache des œufs par la bouche. On a un vrai problème biologique parce que normalement, c'est pas le bon trou pour les œufs. Et puis, on a un vrai problème linguistique parce que c'est pas non plus les bons pronoms. Hein. Si une personne pense que, bah, cette personne, elle le sait mieux que nous. Hein. Et c'est là où est nichée toute la violence envers envers la transidentité, hein, notamment. Mais Birdo, en fait, c'est un personnage qui est voulu comme étant comique. C'est un personnage qui a tout de suite été, donc quand on a fait des voix, parce que ça n'a pas été tout de suite, hein, imaginez bien en 1988, c'était compliqué, mais dès qu'on lui a fait une voix, c'était un okame, hein, un homme japonais travesti qui a fait sa voix. Vous avez en bas là une petite illustration de Tomato qui est une okame qui était dans une sorte de cabaret un peu à la Michou, si vous voulez, pour que Ostro vous fasse un peu rire par sa bizarrerie. Mais à chaque fois, en plus, il se trouve que Birdo a des relations comme un oiseau qui crache des œufs par sa bouche peut en avoir avec Yoshi, qui a une sorte de dinosauroïde. Et donc, on est très embêté parce que Yoshi, est-ce que c'est une fille ou est-ce qu'il est gay? Est-ce que Yoshi est gay? C'est des questions qui reviennent. Les gens sont très inquiets de la sexualité de personnages de fiction et de ce qu'ils représentent. Birdo, c'est donc pas un personnage trans et c'est pas une bonne représentation du tout. C'est un personnage amusant. Vient maintenant Crème de Dragon Age Inquisition, encore une fois, qui est un personnage qui est présenté, c'est un jeune homme hein, que vous avez là, qui est doublé par une femme, qui est Jennifer Hall, qui a fait plein d'autres trucs avec BioWare, dont FemShep, donc Shepard, la version féminine. Hein. Et Crème, c'est un Akunatlock, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots. Encore une fois, hein, on prend Dragon Age, qui est cet univers de fantasy sur lequel on pourrait bâtir des trucs complètement dingues. Et ben, on se dit, il n'y a pas de mots dans la langue commune pour dire cette personne est trans ou cette personne ne s'identifie pas, patati. On est obligé d'aller chercher dans une langue étrangère qui est le kunari pour aller trouver ce mot-là. Et heureusement, alors encore une fois, Iron Bull, c'est vraiment le personnage qui accueille comme ça une immense tout, hein, qui accueille tout. Il est d'accord et c'est un espion, mais en même temps, il s'en fout. Il dit tout de suite qu'il c'est un espion pour les kunari, mais si on lui donne des infos, il est content. Il est content ou pas de coucher avec l'inquisiteur ou pas, hein, c'est-à-dire le personnage qu'on représente. Et puis Iron Bull, il a une super équipe dont Crème, qui est son second. Crème a classé, hein, je voudrais pas faire comme ça des études de linguistique au débeauté, mais c'est quelqu'un qui est A-class something. C'est quand même un nom qui, me semble-t-il, est assez intéressant. Encore une fois, Crème est un type qui sert de moment éducatif. Et ça, je pense que c'est l'espèce d'arme à double tranchant quand on parle de gens trans dans le jeu vidéo. On peut lui poser des questions hyper frontales comme « Es-tu une femme ?» Pourquoi passer pour un homme ? Qui sont quand même des questions hyper violentes, hein, très chargées de violence. Ou alors, on peut décider de lui dire « Quand as-tu compris que tu étais un homme ?» Et là, Crème
C'est la personne à qui vous pouvez, vous égale les joueurs et joueuses, hein, pouvez poser des questions, ce que vous faites peut-être pas dans la vraie vie, ou peut-être ce que vous faites dans la vraie vie. Et effectivement, je pense que vous avez tout à fait raison sur l'injonction à la pédagogie. Donc crème, alors là voilà, hein, is crème a chick or a dude? On vous pose des questions. I can't tell. Looks like a guy, I think, but sounds like a girl, I think. Hein, vous voyez qu'il y a une violence sur l'identité qui doit se transmettre par l'éducation. J'aime beaucoup le jeu One Night Hot Springs, qui est un petit jeu sur Itch, qui est gratuit, qui est un jeu où on vous fait jouer une scène qui est assez violente aussi. C'est-à-dire, vous êtes une jeune femme trans au début de votre transition et votre meilleur ami vous invite à aller dans des onsen, dans des sources chaudes au Japon. Vous savez, des grands bassins où on doit se baigner avec d'autres gens du même genre que soi. Donc, c'est hyper anxiogène parce qu'en plus, donc Haru, qui est le personnage qu'on incarne, se fait appeler Haru, mais ne sait pas quoi écrire sur le petit bulletin d'arrivée dans cet hôtel. Est-ce qu'il faut marquer son nom de naissance? Est-ce qu'il faut marquer son prénom à elle? Enfin bref, on vous fait jouer comme ça plein de dilemmes pour vous expliquer comment les expériences personnelles, donc NPCK, je crois que c'est CK, son vrai pseudo à la personne qui développe ce jeu, donc nous fait vivre ces expériences, et des expériences qui sont réellement vécues, à la manière de Mainichi. Mainichi, ça veut dire jour après jour, de Matty Bryce, et j'en parlerai dans quelques secondes. En tous les cas, quand NPCK parle de One Night Hot Springs en disant voilà mon jeu, il y a eu 50 000 téléchargements, etc. Les gens m'ont envoyé des messages pour me dire à quel point mon expérience ou cette expérience leur faisait ouvrir leur propre corpus d'expérience à eux, et m'ont envoyé des messages pour me raconter leur vie. Et c'est ça en fait qui est peut-être intéressant. Il y a une scène assez dure, je trouve, où la copine, donc on a sa meilleure amie, et puis il y a une autre copine. Et la copine, elle va poser toutes les questions qui sont très très pénibles, je pense, pour les gens trans. Et alors, comment ça fait? Et alors, au niveau de ton sexe, enfin des trucs comme ça qui sont hyper personnels, évidemment. Hein. Mainichi, vous le voyez peut-être là en bas. Je vais super accélérer. Hein. Si jamais vous faites une série de choix pour faire sortir, donc votre personnage principal est une femme qui doit aller rejoindre une copine dans un café, point. Mais il faut penser à se raser, penser à bien se maquiller, penser à ne pas aller sur le trottoir où il y a plein de gens. Parce que comme vous pouvez le voir, là, cette capture d'écran a été choisie sur le mauvais trottoir, entre guillemets. Et donc, oh mon Dieu, mais regarde, est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon? Oh là là, oh là là. C'est un jeu qui vous montre plein d'éléments de violence potentiels et qui, grâce à l'expérience personnelle, hein, donc vous contrôlez le petit personnage, et puis chaque jour, puisqu'on va rejouer la même scène encore et encore, vous pouvez faire en sorte de faire moins de bêtises, entre guillemets. Et donc de vous mettre dans la peau d'une personne trans qui va pas sortir sa carte de crédit, parce que si vous sortez votre carte de crédit et que votre changement d'état civil n'est pas encore fait, on va dire « Ah ouais, c'est quoi ce prénom alors que vous avez un passing, vous êtes une femme, vous avez une carte d'homme? Qu'est-ce que c'est ce truc ?» Et donc c'est ce qui se passe dans ce jeu qui vous apprend par l'expérience. Je vais super vite sur les réceptions des publics. Voilà. Donc là, c'est vraiment des choses que j'ai entendues. Là, j'ai plus que 3 diapositives, donc je vous demande voilà, pardon pour avoir été si longue. Vous le voyez, donc j'avais utilisé joueureuse quand j'ai parlé de cette conférence, et donc il y a quelqu'un qui m'a dit ah, joueureuse, et je dis mais pourquoi est-ce que c'est problématique? Moi, je pense qu'il faut aller au fond des choses quand on a assez de marge intellectuelle et de force pour pouvoir discuter avec des gens qui comprennent pas. Il faut passer pour une idiote, et donc je suis passée pour une idiote. Je dis enfin, les vocabulaires abscons de toutes sortes prennent souvent un côté ridicule qui suscite l'amusement. Forcément, ce côté ridicule n'est pas perceptible par les personnes qui les emploient. Bien sûr que si. Mais grand bien lui fasse à cette personne. Je ne l'ai pas anonymé parce que, je veux dire, on peut retrouver le contenu du tweet et le fil hyper facilement, donc ça ne servait à rien. En fait, grand bien lui fasse. Mais
Ce vocabulaire, il est utile. Il est utile pour savoir qui on est. Il est utile quand on sait qu'on dépasse de certaines cases, quand on ne sait pas où chercher. Internet et les jeux vidéo, les biens expérimentiels, hein, comme le jeu vidéo, mais comme plein de choses, nous permettent aussi de nous réfléchir en dépassant des attentes ou en étant qui on est, c'est-à-dire peut-être des gens qui dépassons les attendus et donc qui sommes dans LGBT, QRST, UVW et autres. S'il y a une façon de dire aromantique, je préfère avoir un mot qui s'appelle ace ou demisexuel ou et autres appellations comme ça que alors tu comprends c'est en fait quand il y a quelqu'un qui patati patata. Peut-être que c'est effectivement ridicule pour ceux qui ne les emploient pas, mais ceux qui ne les emploient pas, c'est ceux qui n'en ont pas besoin. Et il faut absolument reconnaître l'importance de l'utilisation de ces mots à ceux qui en ont besoin. Il faut également peut-être éviter, voilà, hein, ça ne vous suffit pas, les héros normaux. Ça, je l'ai entendu à une conférence avec des conceptrices de jeux vidéo où on parlait, et des afroféministes, des afro-gameuses, pardon, enfin, c'est pas mutuellement exclusif, hein, où on parlait du coup de cette question de en rajouter par rapport aux héros normaux. Mais enfin, un homme, on peut s'identifier dedans. Bah non, en fait, pas forcément. Et non plus, on peut pas s'identifier forcément avec un personnage, je sais pas, le mec asiatique rajouté, car il faut un mec asiatique. Hein, c'est-à-dire, on ne peut pas se satisfaire de tokenisation. Je pense que, si jamais je dois donner mon avis, en tous les cas, il y a une question hyper importante de paresse ou d'implication personnelle, de sensitivity reading aussi, pour que les personnages ne soient pas simplement X et soient des personnages pleins qui, en plus, ont la caractéristique d'être, je sais pas, X ou Y, comme Parvati. Hein, c'est un bon personnage Ace. J'ai entendu ça aussi une fois et j'étais très triste. Mon fils a 9 ans, il aime bien prendre des femmes en personnage. Vous pensez que ça veut dire quoi? Et je pense que c'était, me semble-t-il, hein, un Super Smash Bros. D'hiver. Eh ben, en fait, personnellement, moi, j'en ai aucune idée. Et je pense que ce qui est très important, c'est de demander à son petit garçon de 9 ans pourquoi il aime prendre des femmes en personnage. Et que le jeu vidéo doit servir aussi de moment d'échange avec des parents qui se posent des questions et qui restent avec leurs angoisses comme ça. Parce qu'en en fait, on se retrouve confronté à des angoisses monstrueuses. Et moi, je suis pas psy. Et je pense que des psychologues, et je pense qu'il y en a dans le chat, hein, qui interagissent avec des enfants par le truchement du jeu vidéo, peuvent vous dire aussi que c'est une expérience qui ouvre la parole, si on prend cette occasion-là. Et effectivement, mon fils a 9 ans, il peut prendre des femmes en personnage. À ce moment-là, peut-être qu'il va prendre Yoshi comme personnage. Est-ce qu'il y aurait les mêmes questions si jamais mon fils de 9 ans, il prenait Yoshi comme personnage, ou un chien, ou Pikachu? Eh ben, je suis pas sûre. Donc, voilà, c'est ces inquiétudes-là qui sont hyper importantes à adresser et qui sont effectivement pas forcément, qui n'agitent pas forcément le spectre, je sais pas, d'une homosexualité. Ou je ne sais ce qu'il y avait dans la tête de cette dame. Elle était vraiment très triste pour son petit garçon et très inquiète. Voilà. Enfin, je finis. Alors, je finis en plus avec plein d'histoires affreuses, plein de trucs, genre, oh mon Dieu, les salariés racontent des histoires de scandale. Il ne faut pas que les histoires, qui malheureusement arrivent quasiment tous les 2 jours, éclipse le fait qu'il y a plein de choses bien. Il y a effectivement, hein, l'article de Pierre Crochard sur inclusivité et jeux vidéo était super intéressant et parle effectivement d'une nécessité de diversifier au maximum le médium, même sur la représentation des maladies mentales, sur la représentation des gens handicapés. Hein. Il y a très peu de gens non valides dans le jeu vidéo. Et finalement, les voix qu'on entend le mieux là sont des voix de la majorité. C'est des voix qui s'inquiètent, qui vont vous dire, qui vont vous traiter, là, comme j'ai vu dans Critical Labs, de donc nigger, faggot, pussy ou dyke. That is code for different. Hein, les gros mots qu'on entend dans les chats, dans les jeux en commun, c'est souvent des mots qui veulent dire t'es pas comme moi. De la même façon que relatable, hein, quelqu'un à qui on peut se fier, égale blanc, cis et homme. C'est des réflexions qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Il y a une fragilité de l'hégémon, à mon avis, qui est importante parce que du coup, ça veut dire qu'on met assez de petits coups de pied dans la fourmilière pour voir qu'elle commence à bouger un petit peu. Et le jeu vidéo est un médium évolutif, hein, qui va être amené à, grâce à des petits éléments comme ça, à ouvrir la parole, à analyser ce qu'il y a dedans et puis à changer par sa propre conception, si vous voulez. J'ai quelques petites références, mais je finis rapidement voilà, sur cette merveilleuse slide. J'espère que cette conférence était meilleure que mes skills sur le photoshopping d'images pourries. Et voilà, je reste attentive à toutes vos remarques et questions. Merci de votre écoute.
Merci beaucoup, Laura. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment pour terminer l'intervention. Ça a beaucoup plu, Laura, en tout cas. Tu as beaucoup de Je réponses vois sur le ça, chat, hein. je suis super contente, merci. Et Michael qui signalait que c'était très rare de voir des conférences sur la représentation des travailleurs et travailleuses du sexe dans le jeu vidéo. Donc, c'est vrai. Merci pour ça aussi. Alors, Alors, Marie-Apolline te demande si tu aurais des lectures à nous conseiller. tout à fait. Alors, j'ai des lectures pro, entre guillemets, et des lectures moins universitaires. Alors, j'ai bien sûr Anna-Entropie, mais je pense qu'elle elle a déjà été citée, me semble-t-il, dans le chat. Je vais reciter l'article de Pierre Crochard qui me semblait super bien et je sais qu'il est là aujourd'hui, donc c'est pas du copinage. Mais ça, c'était très intéressant. Ouais, je vous la remets, la slide des références. En fait, je peux les mettre aussi dans le chat parce que comme ça, vous avez les liens directement. L'article de Pellerson sur le personnage de Dorian est très très fourni et vraiment extrêmement bien. J'ai aussi travaillé sur un jeu que je vous surconseille, qui est Hard Lads, qui est, je cite, un simulateur de masculinité que je vais essayer de retrouver tout de suite. Tant il est rigolo, et c'est pas le jeu lui-même qui compte, c'est l'expérience comme ça de ratage divers, de qu'est-ce que c'est un homme, un vrai, et puis finalement comment est-ce que c'est pas si dingue que ça en fait. C'est sur une vidéo anglaise. Je vous laisse découvrir tout et lire surtout le artistic statement de Young. Merci. Bah voilà. Et puis voilà pour les choses diverses. Ouais, c'est absolument ce jeu-là. Sur la façon dont aussi on peut s'envoyer des dick pics. Alors je l'ai pas inclus dans ma présentation parce que là on voyait que ça. Hein. Il a aussi fait Cobra Club, qui est voilà, un jeu intéressant. Alors je ne sais pas à qui répondre en premier. Moi, je voulais juste citer aussi, tu en as parlé un petit peu, mais remettre dans le chat la table ronde que tu as fait avec Winning Games France, Game Impact, sur l'inclusivité des personnages dans le jeu vidéo, que je remets ici. Ouais, tu l'as, ouais. C'était une super table ronde, ouais. Et récente en plus, parce que il y en avait une autre sur. C'était à 3 semaines, ouais. C'était tout récent. Alors, Luc, les problématiques de représentation reliées au marché, absolument. Bien sûr qu'on va faire des choses qui vendent ou pas. Je ne suis pas spécialiste, malheureusement, de ça, mais je me souviens de ce que disait Anaïs, justement, dans la table ronde sur l'inclusivité dans le jeu vidéo, qui, en tant que développeuse et chara-designeuse, avait beaucoup, beaucoup de mal à faire accepter des choses à un board qui était très, très réticent à faire des choses nouvelles parce que ça allait peut-être pas se vendre. Voilà. Mais ça, malheureusement, moi, je suis peu dans l'étude de retour et plus dans la sémiotique, hein, donc comment les choses se montrent. Alors, ouais. Alors oui, Nadège demande si on pourrait récupérer le PowerPoint. Alors, effectivement, on a fait un enregistrement du live qu'on va retravailler avant de diffuser. Donc, comme ça, si ça vous a plu, vous pourrez retrouver les différents éléments dedans et puis le partager autour de vous si vous avez trouvé ça intéressant. Et puis oui, ce serait peut-être intéressant de réunir les sources que tu as évoquées. Ouais, on vous remettra tout ça sur le site cinémaetjeuxvideo.org. Donc, si vous suivez les autres conférences du cycle, si vous passez sur le site, vous devriez voir ça apparaître. Voilà, très bien. J'ai pas mieux, hein. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, sur la suite du cycle, pour l'annoncer, donc c'est la semaine prochaine, à la même heure, du coup, à 10h30. Et on va parler de l'horreur vidéoludique, donc en fait, avec Thierry Laurent, qui est intervenant auprès de la suite dans les images. Comment on stimule la peur dans le jeu vidéo, avec quel type de procédé, pourquoi on le fait. Et notamment, Thierry va s'appuyer sur des jeux rétro, mais aussi 4 jeux contemporains pour essayer de définir tout ça. Voilà. C'est déjà pas mal. Ah oui, je crois qu'on est bien. Super. Je crois qu'on est bon. Merci beaucoup Laura pour ta participation. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. À bientôt en live un jour peut-être, on fera des trucs. Voilà, oui, c'est sûr. Ces conférences étaient à la base prévues en présentiel dans les salles de ciné, donc voilà, c'est l'occasion qu'on l'ouvre à plus de monde via ce format en ligne, mais on espère bien sûr se revoir. Parfait, merci beaucoup.
Merci à vous tous.